ça, c'est bon tant qu'on n'est pas, même si on est femme, tant qu'on n'est pas leader. Donc toujours, on vous ramène à votre statut. Et moi, je ne savais pas que ce statut était légal, était légitimé par la loi. Je pensais que c'était juste des mentalités retardées, etc. Mais c'est là où je commençais à m'intéresser à la loi marocaine, au code du statut personnel, où, à ma grande surprise, j'ai vu que nous étions considérés mineurs à vie. On peut être femme ministre, femme je ne sais pas, mais on ne peut pas conclure son contrat de mariage. On ne peut pas choisir son mari. Vous imaginez quelle schizophrénie. Comment on peut gérer une société et décider des politiques publiques alors qu'on est incapable de décider de notre vie, de notre propre vie. Donc c'est là où j'ai commencé au sein de l'AMDH, Association marocaine des droits humains, avec quelques militantes, des copines, à nous pencher sur le code du statut personnel. Et on a fait un mémo demandant l'abrogation de ce code. On l'a distribué de façon clandestine, c'était même pas possible d'ouvrir un débat. Bon, bref, pour voir que malgré, après je me suis intéressée à l'économie, j'avais mon bureau et tout ça, mais il y avait une réalité là. C'est les rapports, les rapports de patriarcat, n'étaient pas uniquement culturels, n'étaient pas uniquement dans les mentalités. C'était légitimé par des lois et, à notre grand malheur, avec un référentiel religieux qui les considérait consacrés. Ça d'un côté. D'un autre côté, les femmes au Maroc et les femmes au Maghreb ont toujours travaillé. Nous n'avons pas le pétrole. Donc s'il y avait quelques femmes de certaines féodalités ou oligarchies qui ne travaillaient pas, ce n'était pas le cas de la majorité des femmes marocaines. Les femmes marocaines, elles travaillaient à l'intérieur de la maison, elles travaillaient à l'extérieur dans les champs. Donc elles se levaient de 5 heures du matin jusqu'au soir, même dans les bleds les plus reculés, et les femmes marocaines n'avaient pas un problème avec leur corps, parce qu'elles travaillaient avec leurs mains, et parce qu'elles grimpaient les montagnes et tout ça. Donc, quelle contradiction, nous n'étions pas les pays du Golfe, avec le pétrole, où les femmes pouvaient avoir des esclaves, etc. Oui, certes, quelques petite minorité avait au Maroc des femmes de ménage ou ce qu'on appelait entre guillemets petites bonnes, mais ce n'était pas le cas de la majorité des femmes. Seulement ce travail-là n'était pas visible. On considérait que les femmes ne travaillaient pas. Et même quand ils ont commencé à travailler, on considérait que c'est les hommes qui doivent entretenir les femmes. Alors que la réalité, on voyait que des femmes entretenaient toute la famille, pas seulement, elles ne se prenaient pas seulement elles en charge, mais elles prenaient toute la famille en charge. Donc il a fallu montrer cette réalité d'abord, la rendre visible, parce que cette question d'entretenir et d'entretien et de supériorité qui était interprétée par une majorité des religieux, je ne dirais pas tous les religieux, une majorité des religieux qui étaient dominants, était basée sur un postulat de Riwana, que les hommes sont supérieurs parce qu'ils ont entretenu, et ils sont classés parce qu'ils ont entretenu les femmes, parce qu'ils prenaient en charge les femmes, parce qu'ils donnaient la dot aux femmes. Et le Maroc et beaucoup de pays, que ce soit au Maghreb et des pays arabes, qui ont signé la convention contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la réserve qu'ils ont émise, c'était ça.
C'était écrit, on ratifie, mais une réserve. Il ne peut pas y avoir d'égalité parce que les rôles sont différents et parce que les hommes, c'était écrit comme ça, donner la dot et entretenir la famille. Donc, elle a fallu casser ça, montrer la réalité des femmes dans différentes régions du Maroc, au nord, au sud, dans la zone urbaine, partout. Est-ce que vraiment les femmes font rien? Est-ce que vraiment les femmes sont entretenues? Donc on a filmé, et là la technologie déjà, en 98, on a filmé la réalité des femmes qui travaillaient. Mais ce travail non rémunéré. Donc, bien sûr, il y avait d'autres femmes qui avaient un travail rémunéré. Les femmes ouvrières, les femmes avocates, les femmes médecins, etc. Et les femmes étaient déjà dans d'autres domaines. Mais ce n'était pas encore considéré. Ce qui fait, première des choses, c'était remettre en cause, revoir le cadre légal. Revoir le cadre légal, parce que même si on est avancé par rapport à nos représentations, par rapport à notre culture, par rapport à notre comportement, parce qu'on a eu une certaine éducation, on est freiné par la société, par la loi. Les femmes étaient interdites d'exercer le commerce sans l'autorisation de leur mari. Vous voulez être entrepreneur, donc vous ne pourrez pas. Vous devez demander l'autorisation de votre mari pour travailler aussi. Donc le cadre légal, parce que certains disent oui, il faut attendre que la société, etc. Mais non, toujours les sociétés, comment ils changent? Ils changent par une prise de conscience d'une minorité, l'élite, qui se bat. C'est ça que le changement vient. Il ne faut pas tomber dans le populisme. Et malheureusement, on est revenu maintenant au populisme. Ça ne veut pas dire qu'on va porter le voix la voix de toutes les femmes. Oui, on peut bien se tromper, mais l'élite a une mission. Elle a cette mission d'aller dans le sens de libérer l'humain. C'est un processus. Même l'esclave, si on demandait à certains esclaves, si vous voulez se libérer à un certain temps, ils pouvaient vous dire non, qu'ils étaient très bien dans leur situation. Vous allez trouver certains dire non, on est... Là aussi, il y a des femmes qui vous disent nous, on n'a rien. Oui, laissez-nous, on n'a rien, on est très bien. Mais il y a une raison que nous sommes femmes, hommes, nous devons être libres, ayant les mêmes droits. Bien sûr, les mentalités vont exiger beaucoup de temps pour changer. Et pour revenir à cette question des rôles des femmes dans l'économie, donc le taux des femmes actives dans les pays du Maghreb est trop bas. Il est à peu près 15%. Et si on regarde dans les autres pays, par exemple du Golfe, on va trouver que le taux est plus élevé. C'est quand même bizarre. Est-ce qu'une indépendance économique est forcément liée à une émancipation politique et civile? Pas nécessairement. C'est pensée complexe et globale. Pensée globale. Parce que le culturel, les mentalités ont une grande importance. Parce que certains les disent, oui, ça va de soi. Si on résout le problème culturel ou si on résout le problème politique, mais pas culturel, non, on ne parle pas du culturel. Si on résout le problème économique et si on résout d'abord le problème politique, ça y est, on va accéder à la démocratie, l'égalité, etc. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, les femmes françaises, il y avait la Révolution française, elles n'ont eu le droit de vote qu'en 1945. Et nous aussi, pays du Maghreb et pays du, entre guillemets, du monde arabe, parce que arabe, c'est pas forcément Maghreb, dans le Maghreb, il y a les Berbères, ils sont là, ils sont une majorité qu'il ne faut pas ignorer. Bien sûr, nous partageons certaines choses, mais nous avons aussi nos spécificités, qui ne sont pas toujours les meilleures, mais il y a de meilleures, il y a de pires.
Il faut travailler à ce que le meilleur avance. On croyait qu'avec le printemps arabe, la révolution, on allait libérer, on allait faire la démocratie. Et tout en sautant, tout en ignorant la question culturelle et la question du rôle du religieux dans la politique, qui est quand même très important. Si on n'arrive pas à résoudre, si on n'arrive pas à prendre une position par rapport à ça, on ne peut pas sauter les étapes. On ne va pas prendre l'État-nation, là, comme en politique, l'État-nation et l'économie, et après, ça va venir les culturels. Donc, pour moi, ils sont liés. Et le cadre légal, je reviens au cadre légal, on a changé les codes du statut personnel, mais on a gardé certaines exceptions, notamment concernant la polygamie, notamment concernant les dérogations, concernant le mariage des mineurs. Le mariage des mineurs, ça casse tout l'avenir d'une fille, ça casse la scolarité d'une fille, ça casse tout. Et aussi, on a gardé la discrimination au niveau de l'héritage. Donc, c'est l'accès aux ressources. L'héritage est inégalitaire entre garçons et filles. Si avant les filles étaient prises en charge par le frère, par le mari, le frère ou le cousin lointain ou l'oncle, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Les femmes ont un statut juridique autonome. Donc l'accès aux ressources, donc le juridique et l'économique, elles sont liées. Et les politiques ont un rôle de jouer, ont un rôle de levier. Et les femmes, mais comme les politiques ne l'écoutent pas, ils n'écoutent si seulement on bouge, on marche, on proteste, on revendique, on propose. Ils ne vont pas les écouter comme ça pour nos beaux yeux. Donc il faut que les femmes continuent leur combat, qui est un combat multicomplexe, différentes dimensions, et qui n'est pas dans un seul territoire, pas uniquement au Maroc, ou en Algérie, ou au Maghreb, c'est un combat aussi international pour la justice, pour rendre à l'humain, et pas l'homme, l'humain, homme et femme, son humanité. Merci Madame Assouli. Donc moi, je retiens sur toutes ces paroles qu'il y a beaucoup de freins au développement donc, de la femme au niveau économique, au niveau des opportunités économiques, notamment donc, la transmission d'héritage. Parce que qui dit transmission d'héritage dit opportunité économique, possibilité d'investissement. Et je donne la parole donc à Erjola pour l'Albanie, qui va nous présenter donc son travail. Hello. I use this opportunity to also again thank Michele for everything that he has done, and wish very good luck for this project in the future. The Albanian network is presented here by Ms. Eglantina Lula and Ms. Manusha Chelami. They are presenting two organizations of the Annalyn Foundation. They are quite new in our network. EGLA is part of YMCA, Young Men Christian Association. Even though in the name it speaks about men, it doesn't involve only men. And she has done a very nice job in the field of gender equality, especially in the field of women empowerment in economy and equal opportunities in the working environment. The other organization is called Orchidea, and it's actually based on an Italian model, Rete Donne Lavoro.
them, I'm sorry, I am confused with I tend to speak in Italian and then in English. They also have worked a lot in the field of women empowerment, not only giving the women working opportunities, not only giving them working opportunities, but also changing the mentality and the necessity that women should not feel and should not act only as women, but they have to feel as people, as human beings, and they have to search for the equality and the balance in every aspect of their life. And what I liked from this project they had was exactly the fact that you have to go and have an interview, a working interview, not only for the job per se and for the money, but for exactly the idea of going out of the house and leaving the plates behind and leaving the children to the husband and getting detached from this stereotypical role of women. I leave the ground to Egla. Thank you. Hello. As Ariona mentioned something, I represent Young Men Christian Association. It's quite new in Albania, this organization, and even it's focused on empowering young people. We tend to work in collaboration with other NGOs working in human rights, especially women rights. One of these collaboration is with another NGO. It's called Different People, and which focus is in integrating of former victims of trafficking. Me personally, I have been more than 4 years. I'm in the 5th year now that I'm working as external expert in a program called Coaching for Employment. So we try to build capacities of former victims of trafficking. They are young girls from 15, 16 to 30. There are some cases there are more than 30, but they are single mothers because when they are victims of trafficking, everything might happen to them. So part of them are mothers with different children with different fathers that they do not know, unfortunately. I want to, this is a really one of the organizations that works really seriously in Albania, and they have opened a social business. So it's a social business around from these former victims of trafficking, and as a social business mission is that the incomes that come from their work, they goes for a project that support these beneficiaries. So the girls that are working there are beneficiaries, and the money that are coming as income generation goes for the other girls. They have a shelter there, and it's a comprehensive package of services that are being offered to them. Since for me it's the first time being here in Annalyn Foundation's meeting, and I'm really impressed, and I really liked everything that is done until now. So I don't know if they are going to be surprised, so I'm optimistic on this. And I have prepared something, but since I didn't know the procedure and how it functions, so I made some short information how this business was set up and how it's functioning. If you are interested, I can go further on it. So the two main functions of this social business that is called New York Tirana bagels. They produce bagels. There are some American kind of sandwich. I'm sure that you know. Okay. So, but for Albanian society, it was a known product, and at the beginning it was really, what is it? Let's go and test it. I have a USB if I can put there. My main responsibility, or what I've been doing with these girls, is training and offering this training opportunity in order for them to
ready for the labor market. So the girls they attend this kind of training courses for a year. So within a year they have long time to identify what their needs are, what they really want to improve on their life skills, professional skills, methodological, social skills, because it's not so easy to get to make them ready for the labor market, because they need other emotional, psychosocial counseling and therapy, a lot of services that are being offered to them. So it's really important for these girls to make them ready for the labor market. Part of the girls that are really brave, let's say, and they have some dreams that want to become true, and they want to open small businesses. They have been supported through different donors. They've been supported. They have opened their own small businesses. The biggest social business that they have opened is the social business. How it is this business was opened? As every business, they followed all the steps that a business need to be functioning. And they had a lot of support from embassies, especially American embassy in Albania. They are really willing to help this target group. And a lot of volunteers came and offered their support, especially a foreigner, because in Albania is still this, let's say, challenge to make people aware that volunteering is necessary. Everybody should offer this volunteerism. But since we have now in other region, during the Enver Hoxha regime, dictatorism, we used to do this volunteerism, and now if you ask to young people or to young women, let's go outside and do something, volunteering days, they are saying, oh, we are not in the Enver Hoxha regime anymore, what are you looking for? So there were more foreigners that have helped this business to set up and to get further. Even in the training, one of the main challenges was how to train these girls to interact with the clients, how to communicate and how to make the clients willing to come the next time in this shop. But with the support of different stakeholders, this was made possible, and now the social business. At the beginning, at the first stage, they tried to do these bagels in shelter within their rooms because there were no spaces enough. And even the social worker and psychologist, the case manager, helped them to get involved and to make this happen. Okay, it's okay. Sorry, unfortunately, it is not possible. It's not possible to be connected with but this is one of the photos. It's far. You can. So this is the photo where they used to produce these bagels within their rooms, in shelter, the kitchen in the shelter. At the beginning, they started to go to the different fairs, NGO fairs, business fairs, and they participated in these activities. And it was really helpful for the business to go further. This is the opening day of the New York Tirana Bagels, and the American ambassador, he opened the ceremony. It was really I usually ask those girls, because they used to be my students in this coaching for employment cycle, and they feel really
So their self-esteem is really increased, and it's really important to support them ongoing, not just at the beginning, but even now, if the business, yeah, this is the beginning stage. They were preparing bagels in the shelter. This is they participating in fair. You can see. This is Venom. The girls working on that. Yes, and this social business is not useful only for them that are working there, but we use it as a positive example for the other girls that become part of this coaching cycle. Okay, Thank you. thank you, Agla. And the bagels are really nice, actually. I've tried them. I don't try the American ones, but they are pretty close to them. Well, they are pretty close because I tasted even in America. So. Good job, guys. Merci. Je passe la parole à Monsieur Sédic Larkesh. Monsieur Larkesh, vous êtes donc de formation interdisciplinaire, car vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de gestion, mais aussi un doctorat en sciences politiques, et un diplôme d'avocat, ça fait beaucoup de choses. Et vous êtes aussi expert en gestion stratégique des risques, avec comme spécialité l'Algérie. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages édités chez l'Harmattan, Monsieur Larkesh. Et votre approche, vous dites dans un témoignage que votre approche n'est pas journalistique, mais vous avez l'approche d'un chercheur. Et vous vous définissez comme un économiste politicien, ou plutôt un politicien économique. Et donc, vous vous considérez comme un chercheur, mais ce que moi je voudrais, en fait, vous avez dans une rubrique dans le magazine Echo, vous avez parlé du problème d'intégration des Français d'origine maghrébine en France, que c'est un échec. Moi, en fait, ma question, elle est, que pensez-vous de la femme française d'origine maghrébine? A-t-elle les mêmes chances au niveau des opportunités économiques, d'après vous?